Et voilà, aimables téléspectateurs de la FM Télévision, merci et bienvenue à votre émission Grande Analyse, cette émission que vous propose la FM Télévision. Nous nous retrouvons autour de cette table pour analyser toute l'actualité en République démocratique du Congo. Vous savez tous que l'actualité actuellement est dominée par la rencontre entre le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et Paul Kagame à Doha au Qatar, et puis le fameux dialogue raté entre le gouvernement congolais et le membre du M23 à Luanda. Il y a les sanctions de l'Union européenne infligées à certains officiers de l'armée rwandaise, à certains responsables du M23, et puis la sortie médiatique de Joseph Kabila. Mais tout cela tourne autour de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Eh bien, ce sont là les sujets que nous allons évoquer au cours de cette émission avec notre invité qui n'est autre que Monsieur Dani Chamala, un analyste politique indépendant. C'est avec lui que nous allons essayer de débattre. Bonjour Monsieur Dani Chamala. Bonjour Monsieur Alain. Comment vous allez? Non, je vais très bien. Ça fait bien que ça fait très longtemps, mais du moins on vous a quand même sur notre plateau. Alors, on commence avec, avant la rencontre du président de la République, c'était prévu le 18 mars que le membre du gouvernement de la République et les représentants du M23 devraient se rencontrer à Luanda sous la médiation du facilitateur ou du médiateur Joao Lorenzo, chose qui n'a pas eu lieu car la veille, les représentants du M23 ont refusé de faire le déplacement suite aux sanctions de l'Union européenne. Et dans tout ça, qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce qu'il y a une revendication? Il y a la lutte du M23. Est-ce qu'elle est normale ou elle reste basée sur des intérêts personnels? Merci beaucoup, mon frère. Premièrement, pour votre invitation et deuxièmement, pour m'avoir posé cette question-là. Mais laisse-moi d'abord, au travers de votre micro, que je puisse saluer nos frères et sœurs qui sont à l'est de la République démocratique du Congo pour témoigner notre attachement et notre solidarité envers nos compatriotes qui sont en train de passer des moments très difficiles. Mais nous sommes avec eux et nous sommes en train de voir comment la situation évolue et nous témoignons toujours notre soutien à leur égard. Pour revenir à votre question, ce que je peux dire, c'est que premièrement, le fait qu'il y ait ces rencontres ou ce rendez-vous, ça démontre déjà des signaux qui attestent effectivement que nous sommes en train d'aller vers la résolution de ce problème ou de ce conflit. Parce que il ne faut pas oublier que ce soit la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale et toutes les guerres que nous avons connues dans ce monde, ça se termine toujours par des pourparlers. Vous ne pouvez pas mettre fin à la guerre avec des armes et rester dans cette position-là. Même si aujourd'hui, on arrivait à mettre les M23 et l'armée rwandaise hors de nos frontières, mais pour finir, nous allons toujours parler avec le Rwanda pour savoir comment la situation sera gérée après la guerre. Donc c'est comme ça que même vous voyez le président ukrainien en train de marcher de gauche à droite dans tout le pays du monde, en train d'expliquer et de faire voir que non, effectivement, l'Ukraine a été agressée par la Russie, ce que tout le monde n'a pas nié. Et aussi, vous avez vu combien de sanctions sont tombées sur la Russie à cause de cet acte-là. C'est pareil avec la République démocratique du Congo. C'est ainsi que dans le cadre de sa mission, le président Lorenzo, comme il est président de l'Union africaine actuellement, il avait invité le président de la République pour discuter avec lui sur la question, parce que c'est une question qui ne touche pas que la République démocratique du Congo, mais qui concerne toute l'Afrique, donc et la sous-région aussi. Alors, ils ont essayé de parler sur cette question et il avait manifesté la volonté d'entendre les parties litigantes dans cette affaire. Et comme il y a aussi la question de M23 qui se pose dans cette affaire, qu'on prétend être un mouvement rebelle congolais alors qu'il ne l'est pas, il a souhaité entendre aussi ce mouvement rebelle pour
qu'ils puissent prendre un peu de gauche à droite les revendications de l'une et l'autre partie afin de proposer des pistes de solutions. Ce qu'il avait fait, il avait d'ailleurs, vous avez suivi qu'il avait même sollicité l'autorisation du président de la République pour qu'il puisse parler avec le M23. Ce que le président de la République n'avait pas refusé, il lui avait dit, président, vous pouvez le faire, mais je vous assure déjà que ces gens ne viendront pas parce qu'ils n'ont pas de revendications propres à eux, mais leurs revendications sont des revendications rwandaises. Donc, et non pas au fait une revendication. C'est comme ça que le rendez-vous a été arrêté pour le 18 mars. Et les invitations étaient envoyées et au mouvement terroriste du M23 et au gouvernement de la République démocratique du Congo. Là, nous devons aussi faire la part des choses. C'est que il y a des processus qui ont été déjà engagés pour désamorcer un peu la situation. C'était le processus de Nairobi qui regroupait tous les groupes armés évoluant sur le sol congolais, ainsi que le gouvernement congolais. Et de l'autre côté, à Luanda, il y avait un processus, et celui-là ne concernait que la République démocratique du Congo et le Rwanda. Donc, tous ces processus avaient déjà évolué, il y avait déjà des résolutions qui restait seulement leur signature pour que ça soit mis en application. C'est ainsi que le 15 décembre 2024, le président s'était déplacé, le président Tshisekedi de la République démocratique du Congo s'était déplacé pour le Luanda et le président Paul Kagame avait choisi tout simplement de sécher, de ne pas venir. Et maintenant, ces deux processus, avec la prise de pouvoir du président Lorenzo comme président de l'Union africaine, avaient jugé bon, même la SADC, même l'EAC, ils avaient tous jugé bon que ces deux processus soient mis ensemble pour que l'on puisse terminer une fois pour toutes. C'est à l'occasion qu'il avait sollicité que le M23 puisse venir et que les délégués aussi du gouvernement congolais soient là pour qu'ils puissent entendre un peu leurs revendications. Ce qui n'a pas été fait, tout simplement parce que ils ont donné comme argument que non, voilà, il y a eu des sanctions de l'Union africaine, l'Union européenne qui ont frappé le Rwanda et cela a envenimé la situation et ça ne permet pas à ce que nous puissions venir à cette table de négociations. Mais je m'étonne que ces négociations n'ont pas été organisées par l'Union européenne. Ce sont des négociations organisées par l'Union africaine. Comment vous ne voulez pas négocier à l'interne, parce que à l'interne, je parle de l'Afrique, parce qu'il y a des sanctions étrangères qui ont frappé un État étranger, alors que vous vous réclamez d'être des Congolais. Vous voyez qu'il y a un problème qu'il faut un peu comprendre pour que la situation soit réglée. Mais je prends déjà ça comme déjà des bons signes. Oui. Et le président Lorenzo s'est rendu effectivement compte que le président Tshisekedi avait raison de dire que ces gens-là n'ont pas de revendications. Parce que si vous avez des revendications, même s'il y a des sanctions, vous devez présenter vos revendications. Parce que les sanctions n'ont pas arrêté vos revendications. Les sanctions n'ont pas dit que vos revendications ne sont pas légitimes. Parce que vous estimez que vous avez des revendications. Présentez vos revendications et une fois que la question est traitée, la question des sanctions sera aussi traitée et on verra comment l'Union africaine peut faire un rapport à l'Union européenne pour dire que la question a été réglée. Voilà que c'est telle personne a été peut-être sanctionnée par erreur ou soit il a été, les éléments qui étaient à votre disposition n'étaient pas concrets plutôt, alors on peut lever des sanctions. Mais dire que nous ne participons pas à ce débat-là ou à ces négociations-là parce qu'on a sanctionné le Rwanda, là c'est autre chose. Voilà. Nous continuons dans la même logique. Tout le monde s'attendait à voir une délégation du M23, du gouvernement congolais à Luanda. La même journée, tout le monde aussi est surpris de voir la rencontre du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et de Paul Kagame à Doha, au Qatar. Les communs de mortels se posaient des questions. Je vais le dire à Lingala, j'ai rencontré 2 ou 3 personnes qui m'ont dit Bino va pas dire sangobo tout nanan. Ba préféré que nous coûte na pa ya ba paya alors que awa Lorenzo ndeko na biso africain azobengi sabango président na biso ka kendaka Kagame kendaka te. En fait, leur questionnement c'était qu'est-ce qui se cache dans tout ça. On a voulu qu'on aille se parler
quand je dis je peux dire à l'étranger, c'est-à-dire en dehors de l'Afrique, au lieu de rester en Afrique pour parler, parce que c'est pour parler là concerne des pays africains. Mais du moins, dans la logique des gens, il y a une satisfaction parce que ça faisait un bon moment que les deux présidents ne se rencontraient plus et ils se sont rencontrés. Donc, dans ma question, j'ai deux volets. Nous avons cru voir cette rencontre de deux présidents, peut-être à Luanda, ils se retrouvent à Doha. Et qu'est-ce qui se cache dans cette rencontre-là à Doha au lieu que ça se fasse en Afrique? Merci beaucoup. Votre question est très claire et les réponses doivent aussi être claires par rapport à cette question. En tant qu'analyste politique, nous devons comprendre une chose. Le 15 décembre 2012 et 2024, il y a eu une rencontre prévue à Luanda. Avec la chute de Goma, la chute de Bukavu, toutes les organisations du monde ont constaté effectivement que le Rwanda a franchi les frontières de la République démocratique du Congo. L'armée rwandaise a agressé la République démocratique du Congo et a occupé certains territoires de la République démocratique du Congo. Et les condamnations ont commencé à venir de partout. Et bien avant même la chute de Goma et de Bukavu, il y a eu déjà le rapport des experts des Nations Unies, même de l'Union africaine, même de toutes les organisations de Grands Lacs, qui attestaient la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais. C'est ainsi que dans les pourparlers de Luanda, il y avait déjà des résolutions par rapport à ça, et dans ces résolutions, il y avait le cessez-le-feu immédiat et le retrait des troupes rwandaises sur le sol congolais. Se rendant compte de cet aspect des choses, sachant très bien que lorsqu'il y aura retrait de ces troupes ou de l'armée rwandaise sur le sol congolais, on ne parlera plus du M23. Et lorsqu'il y aura retrait de cette armée sur le sol congolais, l'exploitation de minerais de la République démocratique du Congo va cesser. Effectivement. Le président Paul Kagame a préféré ne pas se rendre à Luanda. Et qu'est-ce qu'il a prétexté comme argument? Il trouve que le président Lorenzo est maintenant penché du côté de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, le président Paul Kagame n'a plus confiance aux instances africaines. Il fait maintenant confiance à l'extérieur. Constatant maintenant cet aspect des choses, c'est comme ça que Doha, qui en fait a ses intérêts à Luanda et au Rwanda, oui. Je vous signale ici que la société rwandaise, le Qatar, a 49%, presque 50% des parts à l'intérieur. Et la construction de l'aéroport de Bukeresa, je crois, c'est Bukeresa, si je n'ai pas bien prononcé ça, mais l'aéroport international de Bukeresa, le Qatar a financé à 60%. Et en tant qu'investisseur sérieux, il doit toujours récupérer ses investissements. Mais comment récupérer ces investissements? Ce que vous devez savoir, c'est que le Qatar, à son temps, avait reçu au moins à créer de très bonnes relations avec le Rwanda et aussi avec la République démocratique du Congo à ce qui concerne la commercialisation de l'or. Vous comprenez? Maintenant, lorsqu'il constate un climat de sanctions qui pèse sur le Rwanda, dans le pays dans lequel il a investi, alors qu'il n'a pas encore récupéré ses investissements, et la République démocratique du Congo, un pays avec qui ils ont renoué des relations et dans lequel ils comptent aussi investir, où les investissements ont déjà commencé aussi, il trouve qu'il risque de perdre son argent. Vous comprenez? Ça, c'est sur le plan économique. Ouais. Il risque de perdre son argent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans son temps, le Qatar s'était déjà pointé comme médiateur dans cette affaire, dans les conflits entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Ce qui n'a pas été fait à l'époque, mais du moins à ce moment, le Qatar a saisi les taureaux par le corps pour que
une négociation, une rencontre, ce qui était difficile de réaliser sous d'autres cieux, puisse maintenant se réaliser sur son sol. Ça, c'est sur le plan économique d'abord. Mais sur le plan politique voilà. Il faut comprendre que... C'est ce qui nous intéresse le plus. Voilà, il faut comprendre que le Rwanda est fortement affaibli par les sanctions de l'Union européenne. Et de toute la pression de la région de Grand Lac et de l'Union africaine. Maintenant, le Rwanda n'a plus confiance aux pays africains et aux présidents africains. Pourquoi? Parce que, vous vous rappellerez, il y a eu une réunion de l'Union africaine où Paul Kagame avait craqué la porte. Il avait dit à tous les présidents qui étaient présents, parce qu'il y a certains présidents de certains pays africains qui, au fait, profitaient aussi de notre situation, qui étaient en contact permanent avec le Rwanda et qui bénéficiaient aussi de ce pillage de richesses. Mais maintenant qu'ils ont vu que la communauté internationale a compris la question, comme l'expliquait la République démocratique du Congo, ils cherchent maintenant à se prendre pour des saints. C'est ce que Kagame leur avait dit, que non, vous n'êtes pas des saints, vous voulez prendre maintenant la position contre moi, alors que vous aussi vous bénéficiez de ce que je suis en train de piller en République démocratique du Congo. Alors, il a trouvé qu'il n'y a aucun président africain qui peut aujourd'hui se dire qu'il est, il est comme une église au milieu du village pour traiter la question. C'est ainsi qu'il a jugé bon de se présenter à Doha que de se présenter en Angola. Maintenant, politiquement, ce que vous devez comprendre aussi, c'est que la République démocratique du Congo est en train de discuter sur des dossiers importants avec les États-Unis d'Amérique. Et ces dossiers importants n'ont pas commencé avec la chute de Goma ou la chute de Bukavu ou avec la prise de Bunagana. Ces dossiers importants ont commencé depuis 2019 lors de la prise du pouvoir par Félix Antoine Tshisekedi. Il a commencé à traiter un dossier important. Maintenant, qu'est-ce qui avait freiné ce dossier? C'était que au moment où Trump était au pouvoir, les dossiers avaient déjà évolué. Quand il y a eu changement du régime ou de président ou d'administration aux États-Unis, c'est comme ça que les dossiers avaient connu un peu de retard. C'est alors, comme Trump est revenu au pouvoir, ce dossier-là a maintenant évolué parce que c'était un dossier qui était beaucoup plus traité lors de sa gestion comme président des États-Unis. Maintenant, le dossier-là a évolué. Comme ce dossier-là a évolué, maintenant, ils sont prêts à signer les accords avec la République démocratique du Congo et surtout sur le plan militaire et sur le plan donc sur le plan économique, donc à ce qui concerne nos minéraux. À vous entendre parler, oui. Kagame se sent coincé. C'est pourquoi il a accepté de rencontrer Félix Tshisekedi à Doha. Oui, maintenant, c'est ce que j'ai dit. Se sentant coincé et affaibli par les sanctions de la communauté internationale et la prise de position par ceux qui les soutenaient. Je cite ici les États-Unis, l'Angleterre, je cite l'Allemagne, je cite la France, l'Union européenne, ainsi que l'Union africaine. Il a cherché maintenant par où s'en sortir pour arriver un peu à défendre ou à épargner son pays d'autres sanctions à venir. C'est comme ça que je disais que suite à ce qu'il y a, comme pour parler avec les États-Unis, les accords qui doivent être signés avec les États-Unis sur le plan à ce qui concerne les minéraux et la sécurité de la République démocratique du Congo, les États-Unis utilisent beaucoup plus les Qatar dans les négociations actuellement. Parce que vous allez constater, vous savez que même les négociations entre l'Ukraine et la Russie ne se passent pas aux États-Unis. Ça se passe au Qatar. Vous comprenez? C'est ainsi que les États-Unis ont instruit les Qatar à ce que le message de l'administration Trump soit donné aux deux présidents concernés par ces conflits-là. La position des États-Unis doit être donnée aux deux présidents par le Qatar. C'est alors que le Qatar, vous avez d'ailleurs, avant même que le président puisse se présenter au Qatar, il y avait l'envoyé spécial de Donald Trump qui était venu en République démocratique du Congo. Et je crois que c'est à l'occasion que l'invitation du Qatar a été remise au président de la République pour se rendre de l'autre côté. En même temps, je crois que aussi au Rwanda, il y a eu aussi
une telle invitation. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés là-bas à l'insu de tout le monde. Et personne ne savait que le président de la République devrait se présenter au Qatar pour discuter sur la question avec son homologue Paul Kagame. Lors de cet état-tête, ils se sont convenus pour un cessez-le-feu immédiat et de retrait de troupes. Mais à ce jour, nous suivons les médias. La rébellion continue à avancer. Hier, dans la soirée, on nous a parlé de la prise de Walikale Centre par le M23. Alors, à quoi aurait servi cette rencontre si, sur terrain, on ne sent pas encore les effets de cette rencontre? Oui, ce que vous devez savoir, c'est que la guerre se fait sur terrain, ça se fait au front. Ça ne se fait pas dans des bureaux. Ça, vous devez comprendre. Lorsque vous allez constater partout dans le monde la cessation immédiate des hostilités a toujours été décidée. On peut décider ça aujourd'hui, mais ça peut entrer en vigueur 2, 3 jours ou 5 jours après. Ce n'est pas aussitôt décidé et aussitôt arrêté, parce que il y a des préparatifs au niveau de front qui avaient déjà avancé, qui se font déjà au moment où on est en train de tirer. Ce n'est pas que pendant la période où ils devraient se rendre au Qatar, les deux présidents avaient déjà donné instruction à leurs forces combattantes que non, voilà, ne combattez pas ou ne tirez pas ou ne faites pas ceci. Donc, le temps que ceux qui étaient au Qatar puissent revenir dans leurs pays respectifs et parler avec leurs services de sécurité, donner des ordres à leurs chefs de troupes pour voir comment mettre en place les décisions ou les accords qui ont été signés au niveau international. Ça se fait de cette manière-là. Ce n'est pas automatique qu'une fois qu'on a dit non, cessation des hostilités, c'est l'effet immédiat. Donc, dès qu'ils le font comme ça devant la télé, directement sur le front, les hostilités s'arrêtent. Non, il faut que le message arrive aussi à ceux qui sont au front. Vous comprenez? Et le message n'arrive pas par la télévision ou par des réseaux sociaux. Le message arrive toujours par des canaux appropriés. C'est-à-dire qu'on doit saisir ceux qui sont chargés des opérations pour leur dire que non, l'opération qui a été décidée à tel coin doit s'arrêter parce que voilà ce que nous nous sommes dit et voilà ce que nous allons faire. Parce que lorsqu'on décide comme ça, il y a toujours des préalables qu'il faut toujours remplir pour que la situation soit réglée. C'est de cette façon-là. Et je crois que c'est déjà un bon signe parce que ça démontre aussi. Parce que quand, au fait, le Congolais disait que nous sommes agressés par le Rwanda, il y a certaines bouches qui s'est levées pour dire que non, c'est faux. Tout est toujours le Rwanda. Tout vous dites c'est Kagame et tout ça. Maintenant que lorsqu'il faut décider de cesser l'effet immédiat, c'est Kagame qui prend le devant, ce ne sont pas les M23. Vous comprendrez effectivement que les M23 ne sont que des pantins, comme le président de la République l'avait dit, et c'est une caisse de résonance, tout c'est fait au Rwanda, et ils sont là que pour exécuter les décisions du Rwanda. Donc c'est ça un peu, parce que si c'était les M23, Kagame pouvait dire à Qatar que non, voilà, il n'y a pas moyen que de décider sur le cessez-le-feu, nous devons appeler les M23 qu'ils viennent comme ça, vous allez leur dire de décider sur le cessez-le-feu. Mais lui-même prend l'initiative d'accepter le cessez-le-feu et voir comment les choses vont évoluer encore dans l'avenir. C'est ça un peu, donc c'est une victoire écrasante de la République démocratique du Congo, nonobstant ceux qui peuvent voir ça autrement. On parle de la diplomatie agissante, mais à Walikale ça continue à tirer. En fait, les gens veulent, la population veut vivre les retombées, c'est-à-dire pas à long terme, mais peut-être à court terme. C'est vrai, vous avez dit, vous venez de le dire ici, il y a des préalables, mais quand déjà les deux chefs d'État se réunissent, acceptent. C'est vrai, le communiqué du Qatar est aussi devenu sujet de notre débat parce que dans le communiqué c'est écrit, les deux présidents se sont convenus. Et certains disent que cesser les faits, mais imposer non cesser les faits. C'est comme ça. En fait, dans l'opinion, c'est comme ça que les gens sont en train de réfléchir. Est-ce que dans les jours à venir, vous êtes sûr qu'on peut avoir ce cessez-le-feu là, connaissant
la politique de Paul Kagame qui dit A aujourd'hui et demain qui dit Y et de l'autre jour il va nous dire B. Est-ce que vous êtes sûr qu'après cette rencontre de Doha, on peut avoir la calmie dans la partie Est? Je suis trop sûr que dans les jours à venir, donc je peux dire que les signaux, j'ai commencé par dire ici que les signaux sont bons, dans le sens que il y a la résolution du Conseil de sécurité. La résolution 2773. Dans cette résolution, on demande à ce que l'armée rwandaise puisse libérer les sols congolais. Et dans cette résolution, on a décidé aussi de cesser le feu. Dans cette résolution. C'est comme ça que j'ai dit ici, les décisions qui se prennent sur le plan international sont exécutoires. Mais on donne toujours le temps d'observer la bonne foi de toutes les parties. Et lorsqu'on constate que la situation n'évolue pas sur le terrain, le Conseil de sécurité décide maintenant d'utiliser la force. C'est ce qui a été fait en 2013 et 2012. Lorsque on nous a toujours dit ici que les M23 ont été défaits en 2013 et tout ça. Non, au fait, c'est parce que il y a quelque chose que je suis en train d'apprécier un peu avec l'administration Tshisekedi. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a l'évolution de la technologie actuellement ou comment avec cette affaire de l'intelligence artificielle. À chaque étape de la politique congolaise, tout le peuple est informé de la situation. Même ce qui se passe au fond, la population est informée. Au moins chacun, même dans son téléphone, il va vous dire aujourd'hui, voilà les Wazalendo, voilà ce que l'armée rwandaise a fait, voilà aujourd'hui, voilà. Ici, vous êtes en train de dire, il y a ceux qui disent que Walikale est tombé, il y a ceux qui disent, voilà, tout ça. Tout ça, c'est quoi? C'est l'évolution de la technologie avec cette histoire de l'intelligence artificielle. C'est comme ça que vous voyez, on est en train de nous dire toujours de faire attention avec tout ce que nous lisons sur les réseaux sociaux, parce que la guerre que nous menons ici, elle est aussi médiatique. Donc on va nous dire aujourd'hui, telle ville est tombée, tel village est tombé, telle partie est tombée, mais en réalité, il y a des combats qui se poursuivent dans ces coins-là. Donc, ce que je voulais dire ici, c'est quoi? C'est que au moment où on a décidé sur le cessez-le-feu et tout ça en 2013, il y a eu toujours des combats qui se faisaient sur terre. On a constaté qu'il y avait mauvaise foi de part et d'autre. Et qu'est-ce qui a été fait? Il y a eu des contingents qui ont été constitués pour mettre hors d'état de nuire les éléments du M23. Ce qui avait permis à ce que la force sud-africaine soit invitée sur le sol congolais, la force tanzanienne soit invitée sur le sol congolais, et je crois les Malawites aussi, ils étaient dans cette composition-là. C'est ces contingents-là qui avaient réussi au moins à faire traverser le M23. D'autres étaient en Ouganda, d'autres étaient au Rwanda, et ils ont été hébergés là-bas. Là, c'est d'ailleurs même les propos de Paul Kagame qui dit que non, pourquoi toujours le Rwanda? Parce que une grande partie de M23 était hébergée en Ouganda et d'autres étaient ici au Rwanda. Donc, c'est pour vous dire que lorsque le Conseil de sécurité constatera sur terrain qu'il n'y a pas une évolution dans le sens de cette résolution-là, eux, ils vont décider à ce qu'on puisse utiliser maintenant la force. Et cette force-là permettra à ce que les hostilités puissent terminer sur le sol congolais. Et ce n'est pas qu'au moment où ces résolutions-là sont votées, nous attendons. Je vous donne un exemple. Au moment où la délégation russe est arrivée à Qatar pour discuter avec la délégation ukrainienne, il y a eu plus de 350 drones sur Kremlin en train de bombarder la ville. Pendant que les délégations des deux parties sont à Qatar pour négocier. Il y avait des drones d'attaque envoyés par l'Ukraine pour attaquer la Russie. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour dire que ce qui s'était passé là, ce n'était pas préparé ce jour-là. Que non, on va envoyer. C'est un plan. La guerre, c'est un plan. Vous comprenez? On peut faire un plan aujourd'hui, on commence à l'exécuter dans le temps. Et lorsqu'on décide sur l'arrêt des hostilités et autres, ce n'est pas pour le plan qui était déjà en exécution.
Si vous comprenez, parce que les M23 sont déjà sur notre sol. L'armée rwandaise est déjà sur notre sol. Mais ce qui est décidé, on décide pour que ce plan-là soit arrêté et qu'il retourne chez eux et que la population puisse vaguer librement ses activités. Donc c'est pour vous dire qu'au cas où on constate que la mauvaise foi est du côté du Rwanda, il ne veut pas libérer les sols congolais, on va utiliser la force pour que nous puissions récupérer nos territoires. Ce même jour où le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, s'est rencontré avec Paul Kagame, Joseph Kabila a pris langue avec Thabo Mbeki, ancien président de l'Afrique du Sud. Au sortir de cette rencontre, il s'est quand même livré à la presse. On lui a posé la question de savoir qu'est-ce qu'il pensait de ce que Félix Tshisekedi dit, que c'est lui le responsable de la rébellion en République démocratique du Congo. Il a dit aux journalistes, si c'était moi le responsable de la rébellion, ça n'aurait pas été de la sorte dont on vit cela en République démocratique du Congo. Quelle lecture faites-vous de ce propos avant que nous puissions prendre aussi à notre propos où il a dit le problème de la République démocratique du Congo, c'est Félix Tshisekedi et la solution au problème du Congo, c'est Félix Tshisekedi. Merci beaucoup pour cette question-là. Je crois, j'ai déjà eu à le dire sur d'autres chaînes aussi. J'ai constaté que la date du 18, le monde entier a tourné tout autour de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que les yeux étaient fixés à Doha, en même temps fixés à Luanda et encore fixés en Afrique du Sud. Il y a même une édition d'une chaîne de radio où j'étais le nom qui a pris 80% de l'actualité en République démocratique du Congo. Voilà. Donc on a parlé de Kabila, on a parlé de Tshisekedi, on a parlé de Luanda. Voilà. Et je suis en train de voir un peu ce triangle-là. Ce triangle nous dit quoi sur le plan stratégique? Ça nous dit quoi? Lorsque vous citez l'Afrique du Sud, il faut déjà voir les BRICS. Dans les BRICS, il y a Brésil, il y a Inde, Russie, plusieurs pays là-dedans. Et lorsque vous venez en Angola, vous trouverez que c'est la Russie. L'Angola a toujours eu le soutien de la Russie. Vous arrivez à Doha, là ce sont les États-Unis. Donc, ce qui me fait du bien, c'est que la question de la République démocratique du Congo, pour le moment, elle est traitée par la Russie, les BRICS et les États-Unis, les grandes puissances du monde. On saisit maintenant la question de la République démocratique du Congo. Ici, je n'oublie pas l'Union européenne qui venait de donner des sanctions avant la date du 18. Et ils ont dit que la question de la République démocratique du Congo doit être traitée au même titre que la question de l'Ukraine. Parce que nous avons constaté qu'il y a eu 2 poids, 2 mesures. Lorsqu'il a s'agit de l'Ukraine, il y a eu plus de sanctions qui se sont abattues sur la Russie. Mais pour la République démocratique du Congo, j'avais suivi le président de l'Union africaine, l'Union européenne, dire une fois là, le président de l'Assemblée de l'Union européenne, dire une fois là que non, voilà, lorsqu'un député lui donnait les éléments par rapport à la République démocratique du Congo, l'agression rwandaise et tout ça, il disait que non, voilà, les éléments que vous venez de donner là, moi je ne les ai pas. Comme ça, je vais vérifier et je saurai quelle position prendre par rapport à ça. Mais aujourd'hui, vous allez constater que l'Union européenne a commencé à sanctionner. Alors, pour revenir à la question de Joseph Kabila, ce que je peux dire ici, c'est quoi? C'est que je peux dire que Joseph Kabila était parti rencontrer son collègue ancien président comme lui, en Afrique du Sud. Ce n'est pas mauvais, mais aussi, c'est pour avoir un peu aussi de la sagesse de Thabo Mbeki. Vous savez que Thabo Mbeki, c'est quelqu'un qui a joué un grand rôle dans la politique de la République démocratique du Congo. Mais je vous rappelle seulement que c'est pendant la période de Thabo Mbeki au pouvoir que le Rwanda était roi en République démocratique du Congo.
avec Thabo Mbeki, le président Thabo Mbeki, que le Rwanda jouait un grand rôle en République démocratique du Congo. Et pendant cette période, Thabo Mbeki ne faisait pas 2 jours en Afrique du Sud. C'était 1 jour et demi en Afrique du Sud. Le reste des jours, il était ici à Kinshasa. Et il nous faisait croire que non, il y avait la paix, il y avait de la calmie, il y avait tout marché très bien et tout ça. C'est pendant cette période que l'Afrique du Sud a signé même des accords concernant notre barrage Inga avec la République démocratique du Congo. Et tout ça, c'était en contrepartie de l'ère politique qu'il menait contre la République démocratique du Congo, mais en faveur du Rwanda. Parce que les gens doivent savoir cette histoire ici. Et rappelez-vous aussi, c'est pendant cette période que nous avons eu ce qu'on nous a présenté ici, le 1+4. Oui. C'est pendant le règne de Thabo Mbeki, si je ne me trompe pas. C'est pendant le règne de Thabo Mbeki que nous avons eu, parce que c'est Thabo Mbeki qui a remplacé directement le président Mandela au pouvoir. Et c'est Thabo Mbeki qui nous a amenés dans cette histoire de 1+4 où il y a eu brassage, mixage, le partage équitable et équilibré du pouvoir avec le Rwanda. Parce que c'est le RCD qui est venu prendre la place ici. Et je me dis aussi que c'est Thabo Mbeki qui avait donné ce plan pour que les militaires qui étaient dans les groupes armés, les militaires rwandais, restent toujours à l'est de la République démocratique du Congo, qui ne soient pas mités de gauche à droite, parce pour protéger les mines ou les minéraux qu'ils exploitaient à l'est de la République démocratique du Congo. L'Afrique du Sud de Thabo Mbeki a joué un grand rôle dans le pillage systématique de la République démocratique du Congo. C'est ainsi que, comme étant le parrain de la situation à l'époque, il ne pouvait qu'inviter son collègue, ancien président, pour lui dire que comment la situation évolue, parce que présentement tu es à l'extérieur du pays, tu n'es pas dans ton pays comment. Et comment négocier pour que vous puissiez retourner dans votre pays. Parce qu'il ne vous dit pas qu'il a quelque chose qu'il fait à l'extérieur comme activité. Il est à l'extérieur, pourquoi? Il est ancien président de la République démocratique du Congo, il doit rester au Congo. Et il est allé rencontrer, vous le voyez toujours là où il y a des anciens. Quand il y a eu le décès de l'ancien président namibien, vous l'avez vu là-bas. Mais il est allé compatir. Oui, mais non, c'est ce que j'ai dit. Ce sont des analyses, je fais des analyses. Oui. Pourquoi je ne le vois pas là où il y a prestation de serment d'un nouveau président de la République? Mais je le vois souvent ancien, parce qu'il est ancien. Vous comprenez un peu? Mais c'est normal qu'il soit reçu par Thabo Mbeki, ancien président comme lui. C'est pour recevoir aussi quelques conseils, parce qu'il doit poser aussi la question à Thabo Mbeki. Mais toi, tu étais ancien président. Et d'ailleurs, tu n'as pas quitté au pouvoir d'une manière honorable. Vous savez ça? Thabo Mbeki n'a pas quitté au pouvoir d'une manière honorifique, que non, voilà, il a organisé les élections par rapport à ça. Thabo Mbeki a quitté le pouvoir sous les soupçons de corruption. Vous comprenez? Il n'a pas quitté au pouvoir d'une bonne manière, comme Joseph Kabila. Lui, quand même, c'est un exemple, il a quitté au pouvoir en organisant les élections, et il y a eu passation pacifique et civilisée, j'ajoute, parce que c'est un terme qu'il aime bien, civilisé du pouvoir. Vous comprenez? Mais Thabo Mbeki, lui, n'a pas fait ça. Donc, Thabo Mbeki devrait recevoir aussi de Joseph Kabila les conseils par rapport à cette passation pacifique et civilisée. Et Thabo Mbeki devrait lui dire que depuis que moi j'ai quitté le pouvoir, je suis dans mon pays, je suis utilisé même dans certaines missions importantes. Voilà le comportement que tu dois adopter dans le pays où tu as été président de la République. Vous voyez un peu. Donc, moi, j'ai trouvé que c'est quelque chose de bien. Et entre-temps aussi, par rapport aux relations qu'a Thabo Mbeki avec le président sud-africain Ramaphosa, comme Ramaphosa entretient de très bonnes relations avec Tshisekedi, Thabo Mbeki parlera très bien avec Ramaphosa. Ramaphosa va parler très bien avec Félix Tshisekedi, qui n'a pas de problème avec Joseph Kabila, parce que vous n'avez jamais vu qu'il y a un mandat contre Kabila, il y a ceci contre Kabila, mais subitement, on nous apprend seulement qu'il a quitté le pays, il est à l'extérieur. Nous ne voulons pas qu'il reste à l'extérieur. Nous voulons qu'il soit en République démocratique du Congo, que nous puissions nous battre ensemble ici, en République démocratique du Congo, pour rechercher la paix. Parce qu'il ne faut pas être à l'extérieur, mais parler de la
République démocratique du Congo. Il faut parler de la République démocratique du Congo tout en étant au Congo. Et tu peux effectuer un déplacement important pour les intérêts du Congo. Mais je crois que cette rencontre-là, c'était une rencontre pour négocier comment il va retourner calmement dans son pays. Mais quand il dit que le problème de la RDC, c'est Félix Tshisekedi, la solution, c'est Félix Tshisekedi. Vous faites quelle lecture? Voilà la lecture, la première lecture. Il donne raison à ceux qui disent que l'Église catholique et l'ECC, leur combat, c'est contre Félix Tshisekedi. Comment? Depuis l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir, l'Église catholique n'a jamais apprécié Félix Tshisekedi. Et tout ce qu'ils font, c'est contre Félix Tshisekedi, c'est contre l'individu de Tshisekedi. Et même le pacte pour et même les combats du M23, même le combat du M23, ce n'est pas contre autre chose, contre une autre personne, c'est contre la personne de Tshisekedi. Suivez les déclarations de Nanga qui est du FCC, je précise bien, avant d'être de l'alliance du fleuve Congo, il est membre. Nanga a créé son parti politique ici en République démocratique du Congo. Suivez l'émission avec votre collègue Jean-Marie Kassamba. Nanga a créé un parti politique ici en République démocratique du Congo. Il a un parti politique et ce parti politique est membre du FCC. Personne ne peut le contredire. L'émission existe avec Jean-Marie Kassamba. Vous comprenez? L'émission existe. Nanga a créé un parti politique ici en République démocratique du Congo avant de s'envoler pour aller créer ce mouvement de l'autre côté. Nanga est membre du FCC. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors, suivez Nanga ce qu'il est en train de dire. Nanga parle de Tshisekedi. Nanga, son problème, c'est Tshisekedi. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est ça, c'est pourquoi je suis en train de dire, vous pouvez avoir un combat loyal ou une revendication légitime, mais la façon que vous présentez la chose devient maintenant compliquée. Nanga dit ceci, dans ses dires, il dit ceci. En tout cas, dans ce pays, on ne parlera plus de Tshisekedi, on ne parlera plus de l'UDPS. Est-ce que vous comprenez un peu? Et nous comprenons que le combat acharné de Nanga, et le président Kabila vient de le dire aussi, c'est Tshisekedi qui est leur problème. Est-ce que vous comprenez? C'est Tshisekedi qui est leur problème. Et pourquoi Tshisekedi est leur problème? Parce que le problème du Congo, c'est Tshisekedi. Voilà, Tshisekedi est le problème. Pourquoi? Pourquoi Tshisekedi est le problème? Parce que Tshisekedi a refusé de continuer à payer les 60 millions au Rwanda. Parce que Tshisekedi a refusé à ce qui est balkanisation de ce pays. Parce que Tshisekedi a refusé à ce que le Rwanda continue à exploiter le minerai en République démocratique du Congo. Parce que Tshisekedi a refusé que les territoires congolais puissent revenir au Rwanda. Parce que Tshisekedi a refusé que le militaire rwandais continue à gérer l'Est de la République démocratique du Congo. C'est comme ça que la guerre a commencé pour faire accepter ce genre de choses à Tshisekedi. C'est comme ça que Kabila dit que le problème c'est Tshisekedi, la solution c'est Tshisekedi. Mais là j'ai parlé pourquoi Tshisekedi est problème. Mais je vais parler maintenant pourquoi la solution est Tshisekedi. Voilà. La solution est Tshisekedi parce que Tshisekedi connaît la situation. Il connaît le pourquoi de cette guerre. Vous comprenez? Il connaît le pourquoi de cette guerre. Il dit, s'il accepte seulement de laisser le Rwanda exploiter, il n'y aura pas la guerre. C'est ça ce qu'il veut dire. S'il accepte seulement de laisser les M23 continuer à exploiter la République démocratique du Congo, en ce moment-là, la guerre va se terminer. S'il laisse seulement les choses, les membres du FCC continuer avec les cartes de $50 000 mensuels, la guerre va se terminer. Donc voilà un peu ce qu'il est en train de dire. Mais je sais que la solution c'est Tshisekedi parce qu'il a compris la chose et maintenant il s'est levé. Vous avez vu, je crois vous avoir dit quelque chose par rapport à ça. Il y avait une chanson que tout le monde chantait ici à Kinshasa et cette chanson a été composée au Rwanda. Vous comprenez? Le voyage, sans fin voyage, autant de voyages. C'est le refrain d'une chanson qui a été composée au Rwanda, on a mis dans la bouche de certains Congolais. Aujourd'hui, on constate que les voyages du président de la République, parce que pour arriver à faire accepter le monde que le Congo est agressé, qu'il y a génocide en République démocratique du Congo, il y a des massacres en République démocratique du Congo, ce n'est pas le voyage d'un seul jour, ce n'est pas l'œuvre d'un seul mois, c'est un travail de plusieurs années
d'explications et d'apport de preuves pour prouver à la face du monde effectivement que voilà, le Rwanda a agressé la République démocratique du Congo. Donc c'est un travail qui a été fait pour le voyage que le président faisait. Voilà, aujourd'hui, la République démocratique du Congo a été remise dans le concert des nations. C'est que nous devons donner un coup de chapeau à Félix Tshisekedi. Ce que nous sommes en train de voir, le fait a déjà été atteint plutôt, mais seulement il n'y a que les fumées que nous constatons, mais il n'y a plus encore, et la chaleur, il n'y a plus encore le fait. C'est pour c'est pour un petit temps, les Congolais vont se retrouver et nous allons continuer à consommer les saucisses de Goma, les pommes de terre et tout ce que nous achetons régulièrement dans l'alimentation de Kivu, sans problème. Voilà, merci beaucoup. C'est par ces mots de M. Dani Chamala que nous mettons un point final à cette émission. Vous savez que quand vous êtes en face d'un analyste politique, de fois on manque à dire parce que ils ont toujours des mots de plus. Nous, notre travail, c'est de poser les questions. Les réponses, c'est pour nos invités. Nous vous disons merci. Nous pensons que une prochaine occasion viendra pour qu'on continue à parler République démocratique du Congo. Donc merci à votre présence et merci à vous tous qui nous avez suivis, allais-je dire. Merci à l'équipe technique. Je vous salue Israël Kimassi, il y a Caleb à la régie et Galor Moula, communément appelé Koko Mouya. Au revoir, on se retrouve prochainement avec un autre invité. Merci beaucoup, monsieur.